Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Alsace 20 pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Nous recevrons une journaliste qui vit à Strasbourg. Elle s'appelle Julie Brucher. On lui doit le film Antoine sur l'histoire d'Antoine Deltour, ce lanceur d'alerte dans l'affaire d'évasion fiscale au Luxembourg, de grosses multinationales qu'on a appelées les LuxLeaks. On en parlera dans un instant. Tanguy Flores, actualité de Tchap avec, regardez, c'est beau, c'est bon, ça donne faim. C'est les asperges à l'ail des ours de Cyril Bonnard. Et on parlera du festival du jeu vidéo de Fegersheim. C'est ce week-end. Guillaume Geyer et Pascal Aizelet seront nos invités. Avant cela, c'est le JT. Marine Zis. Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne ce mardi, après l'incendie qui a eu lieu hier soir à Notre-Dame de Paris, une catastrophe similaire pourrait-elle se produire dans la région ? Reportage avec les équipes de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg qui veillent sur elle. À 16 ans, Greta Thunberg ne passe pas la majeure partie de son temps à l'école, mais à militer. La jeune Suédoise était ce matin au Parlement européen à Strasbourg pour défendre ses idées sur l'urgence climatique. Et puis J-41 avant les élections européennes, quels sont les programmes des différents partis et en quoi impactent-ils l'Alsace ? Nos journalistes ont rencontré Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Vous l'avez tous connu comme ça, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette belle image, c'est désormais du passé. Suite à un incendie qui a débuté hier dans les combles, la flèche et une grande partie de la toiture de cet édifice s'est effondrée. Cette annonce a touché de près ou de loin les Alsaciens, les Français. La question se pose, est-ce que ça peut arriver chez nous, à Strasbourg, dans notre belle cathédrale ? Quelques éléments de réponse avec Mathieu Chanvillard, qui était ce matin au sommet de cet emblème de Strasbourg, vieille de plus de 1000 ans. Bombardement, foudre, révolution, si les murs de la cathédrale de Strasbourg pouvaient parler, ils en auraient des choses à raconter. Détruite par un incendie en 1870, la charpente de Notre-Dame a été refaite à l'identique en seulement 3 ans. Comme à Paris, les travaux de restauration y sont aujourd'hui permanents. À Strasbourg, la façade sud est en train d'être restaurée, la maison des gardiens est actuellement en chantier, la vigilance y est maximale et les risques sont connus. Les principaux risques incendies sont de 2 ordres, effectivement liés au chantier. Donc là, on est très vigilant sur les chantiers, sur les permis feu, puisque beaucoup de travaux sont encore faits au plomb, c'est évident. Donc pour travailler le plomb, il faut le chauffer. Donc on essaie d'encadrer tous ces travaux-là. L'autre risque, j'en parlais tout à l'heure, le risque électrique, ça pourrait arriver. Donc voilà, il nous appartient de tout mettre en œuvre, notamment encore une fois pour tout ce qui touche à la prévention, pour éviter que ça n'arrive. La principale crainte, ce sont donc les travaux. Des murs coupe-feu au détecteur de fumée, en passant par un strict contrôle d'accès, les mesures sont déjà drastiques. Et comme à Paris, la charpente est l'endroit le plus sensible. Les têtes de détection incendie, elles sont pratiquement espacées de 6 mètres. Elles sont très très fréquentes parce que oui, on a du bois qui est sec, qui est vieilli. On sait qu'il y a une masse combustible qui est potentielle. Donc bien évidemment, on va mettre toute la prévention possible sur ces combles-là et d'autres parties de la cathédrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des travaux, même si l'objet des travaux, c'est de la restauration des décors peints, on vient assurer une prévention des risques incendies. L'année dernière, nous avons terminé, et encore début d'année, la conservation du buffet de l'horloge astronomique, et on en a profité pour mettre des têtes de détection dans toute l'horloge astronomique. Le grand orgue est également équipé d'un dispositif spécifique. Hasard du calendrier, un exercice avec les pompiers de Strasbourg était prévu dans moins d'1 mois. Et à ce sujet, le département du Haut-Rhin a annoncé vouloir voter pour une aide exceptionnelle de 100 000 € pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. À 16 ans à peine, elle est devenue le symbole du combat de la jeunesse contre le changement climatique. Greta Thunberg est suédoise et elle est à l'origine de la grève des lycéens et étudiants pour le climat.
Cette jeune activiste était ce matin en visite au Parlement européen de Strasbourg. Elle a notamment appelé à voter aux élections européennes au nom de ceux qui, comme elle, ne pourront pas encore voter. On l'écoute. To the young Europeans fighting for their future, I would say that you should continue because you are doing a great job. There are many things young people can do to change the situation, to improve the situation, especially I think to put pressure on people in power and older generations because they are the ones who can influence the most. What do you expect from European politicians? What do they have to do? I expect them to take action now because there's not much time. We still have an open window that is not going to be open for long in which we can act. So we need to take that opportunity to do something, and they should really do something. Et à l'occasion de sa venue, la marche pour le climat, habituellement organisée à Strasbourg le vendredi, a été repoussée plus tôt, à cet après-midi. Cécile Motz et Adrien Labi étaient place Kléber où quelques centaines de manifestants se sont réunis. Nouvel épisode de la marche pour le climat à Strasbourg. 200 jeunes étaient réunis cet après-midi pour dénoncer l'inaction climatique. Une fois n'est pas coutume, la marche s'est tenue un mardi en raison de la venue au Parlement européen de l'initiatrice du mouvement, la Suédoise Greta Thunberg. Une délégation de marcheurs a pu rencontrer la jeune fille ce matin pour un moment d'échange. Il est en quelque sorte un symbole et c'est quelqu'un sur qui on s'identifie tous parce qu'elle a la chance de pouvoir porter la voix qu'on porte tous auprès de ceux qui ont le pouvoir, auprès des présidents, elle rencontre le pape demain, enfin ce genre de choses que nous on n'a pas cette opportunité-là et elle le fait à notre place en portant le message qu'on voudrait porter. Partie de la place Kléber, la manifestation se dirige vers le Parlement. Les jeunes ne sont pas venus les mains vides, ils ont élaboré une déclaration à l'attention des parlementaires. Objectif des marcheurs, obtenir des députés qu'ils s'engagent à agir pour le climat. On a fait ça aujourd'hui parce qu'on voulait en profiter pour interpeller encore plus les parlementaires européens sur ce qui se passe aujourd'hui avec la crise climatique. J'espère qu'ils vont l'entendre et j'espère que ça va marcher. Après, c'est comme toute lutte, ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à porter ses fruits. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il va nous falloir deux choses. Donc l'action politique à grande échelle et l'action locale. Si les élus à l'échelle locale veulent se mobiliser, c'est génial, puisqu'ils feront déjà une grosse partie du chemin. Maintenant, il nous faut aussi, pour aider, l'échelle nationale, l'échelle européenne et l'échelle mondiale. Et du coup, c'est pour ça qu'on va toucher le plus d'eurodéputés possible. Dans le cortège, principalement des jeunes, pas de symbole d'appartenance politique, peu d'élus. Pourtant, certains ont tout de même souhaité rejoindre les marcheurs. Moi, je trouve que c'est leur avenir. C'est super qu'ils se mobilisent. Je pense qu'on attendait ça. Les élus avaient besoin de ça. J'ai envie de dire aux jeunes, continuez, on a besoin de vous. Et vous êtes efficaces. Peut-être parfois ils ont l'impression que les choses ne vont pas assez vite, mais il faut continuer. Entre un certain nombre de décisions politiques prises au niveau de leur métropole, au niveau de la région, au niveau de l'État, les engagements sont forts. La mise en œuvre de ces engagements est toujours extrêmement timide et c'est pour ça que ces mobilisations sont nécessaires et indispensables. Pour la jeunesse strasbourgeoise, ce 16 avril est le 3e jour de mobilisation après les vendredis 15 et 22 mars. Vacances oblige, la mobilisation est en baisse, mais tous restent déterminés à se faire entendre. S'il y a plein de monde qui se mobilise, eh ben on peut peut-être faire bouger l'État pour qu'il fasse quelque chose. Parce qu'après que les vieux seront passés, ce sera à nous de gérer la chose. Et du coup, je pense que c'est une bonne idée de s'y mettre tout de suite, que les choses doivent bouger maintenant. En fait, à mon avis, ce serait déjà qu'on puisse avoir un pouvoir sur comment on produit, quoi, parce que le problème, c'est surtout la production. Par exemple, c'est les 100 entreprises les plus polluantes qui font 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, du coup, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas un pied dans justement les décisions dans la production, en fait, on ne pourra rien changer, quoi. C'est important de se mobiliser pour faire comprendre aux gens surtout que
que le climat c'est important, le climat c'est pas demain qu'il faut s'en occuper, c'est tout de suite qu'il faut agir et tous les vendredis on se rejoint et on est là pour manifester et pour continuer le combat. Ce matin, une dizaine d'eurodéputés s'étaient déjà engagés sur la déclaration des jeunes pour le climat. Un soutien bienvenu pour les marcheurs qui entendent bien porter l'écologie au cœur de la campagne des européennes. Dans un peu plus d'un mois, le 26 mai, les citoyens français iront voter pour élire leurs représentants au Parlement européen. Mais en quoi ces élections européennes nous concernent-elles à l'échelle de l'Alsace ? Chaque parti politique a son mot à dire à ce sujet. Cécile Motz a rencontré la secrétaire départementale du Parti communiste ce matin. Avec la réforme, les lois Blanquet, la réforme, les attaques au niveau de l'hôpital, nous avons vraiment des axes de campagne à mener. Et avec notre liste, nous sommes persuadés que nous pouvons mettre un frein à ces politiques d'austérité et permettre à ce que chaque Alsacienne et Alsacien, quel que soit le territoire où ils habitent, puissent avoir un service de proximité de qualité. C'est la question aussi du déplacement. On le voit, de plus en plus, les lignes de chemin de fer, donc les lignes existantes sont en train d'être soit fermées, soit limitées. Je pense notamment à la ligne Wissembourg-Strasbourg. Du côté du sud, du côté de Saint-Dié et Colmar, également, il y a des restrictions de lignes. Pour nous, ça se traduit par la volonté de développer la gratuité des transports publics. Pour les Verts, c'est une campagne sportive. Les militants d'Europe Écologie Les Verts ont fait plusieurs kilomètres à vélo dans la région dans le cadre de leur campagne. Ils ont fait plusieurs stops dans leur parcours, Vogelgrün et Markolsheim. Adeline Piron les a rencontrés sur la digue du canal d'Alsace, en face de la centrale nucléaire de Fessenheim. On est dans une Alsace qui est passée finalement d'une Alsace rêvée où on s'imaginait que voilà, on vivait dans un environnement relativement préservé, relativement épargné par les pollutions et autres. Et puis on s'est reposé là-dessus, sur cet acquis, et on a laissé faire. On n'a pas réglé par exemple le problème du transit des poids lourds en Alsace. Au contraire, on a eu des mauvaises réponses. On a notamment une mauvaise réponse caricaturale, c'est le GCO. Donc ce qu'on aimerait à tout prix changer, c'est cette politique des transports où c'est le tout camion qui prédomine en Europe. On a perdu les paysages qu'il y avait il y a 50-60 ans. Aujourd'hui, c'est une plaine d'Alsace qui est un désert de biodiversité. Il y a par exemple que des monocultures céréalières partout dans la plaine d'Alsace. On sait que c'est désastreux pour l'environnement, pour la biodiversité, avec les intrants chimiques également. Donc on aimerait radicalement changer le paysage de l'Alsace. Donc pour l'Alsace, les politiques européennes, elles ont un impact concret. Pour les amateurs de magazines qui apprécient peu la lecture, OpenEye fera peut-être votre bonheur. Il s'agit d'un magazine numérique où il n'y a que des photos. Cette revue a été créée à Strasbourg par deux passionnés du monde de l'image. Il y a quelques jours, ils ont fêté les 2 ans d'existence de ce magazine à Paris. Nora Boiriwa. Plus de 15 000 lecteurs consultent chaque numéro du web magazine OpenEye, le regard d'aujourd'hui sur la photographie. Il y a quelques jours, Philippe Litzer et Pierre Évrard, ces deux fondateurs, ont invité à Paris leurs lecteurs pour fêter les 2 ans d'existence de cet outil au service de la photo. Le désir que nous avions au départ pour créer ce magazine, c'était un accès à la photographie pour tout le monde. C'est pour ça que nous le voulions absolument gratuit et que nous avons choisi le système sur Internet. Et nous avons été inspirés par un magazine très prestigieux qui s'appelait dans le temps Caméra, qui était rédigé par Alan Porter. Et c'est ça qui nous a un petit peu mis sur la voie de montrer des images uniques sur une page. Il fallait que la présentation graphique soit très belle. Créé à Strasbourg, OpenEye sort tous les 2 mois et publie des photographes confirmés comme des talents émergents. Il se présente sous une forme interactive avec notamment des liens qui enrichissent les publications. Il y a quelque chose de nouveau dans le magazine, c'est la vidéo. Parce que de plus en plus, nous agrémentons nos articles de petits films. Nous avons créé une chaîne YouTube sur laquelle nous publions nos films. Nous sommes très présents aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc ça, c'est la nouveauté de l'année. Cette fête d'anniversaire à Paris était aussi l'occasion de présenter le nouveau numéro d'OpenEye et de décerner en partenariat avec Fujifilm le Grand Prix Street Photography Award. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT avec une photo. C'est l'image du jour d'Olivier Anne.
Les Alsaciennes en force pour les trophées des femmes de l'économie. Depuis 2010, ces prix récompensent des femmes au parcours professionnel exemplaire qui contribuent activement au développement économique de leur territoire. Et sur les 9 nominés pour 5 trophées dans le Grand Est, plus de la moitié, 5 au total, sont alsaciennes et pour être précis, barinoises. Mireille Allais, Nicolina Apostolova-Ril, Amandine Aubert, Birgit Fraske-Weiss et Séverine Sigrist porteront haut les couleurs de notre région le 13 mai prochain. Voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Marine. On accueille ce soir le plateau Alsace 20, Tanguy Flores qui nous rejoint. Nos invités, Julie Brucher, réalisatrice du film Antoine. Les organisateurs du festival du jeu vidéo de Fegersheim, ça sera ce week-end. C'est Guillaume Geyer et Pascal Aizelé. Installez-vous, on va parler de votre film Antoine qui est passé sur notre antenne, sur Alsace 20. C'était ce week-end, juste après la météo. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Alsace 20 pour cette nouvelle semaine ensemble. Et en ce mardi matin, les nuages envahiront l'ensemble du Bas-Rhin ainsi que le nord de la Suisse, partout ailleurs en Alsace et chez nos voisins allemands. Ensoleillement ainsi que passage nuageux. Les valeurs dans votre matinée, elles sont en hausse puisqu'il fera 8 degrés si vous êtes à Wissembourg ainsi que sur l'ensemble du Haut-Rhin ou encore à Bâle, 9 degrés du col de Saverne jusqu'à Strasbourg ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg. Votre après-midi, le ciel se dégage si vous êtes dans le Bas-Rhin ainsi que dans le nord de la Suisse. Partout ailleurs, la situation reste la même. Les valeurs dans votre après-midi, elles seront très agréables. Il fera 16 degrés dans le col de Saverne, 17 degrés partout ailleurs en Alsace, 16 degrés si vous êtes à Karlsruhe, Baden-Baden ou Fribourg et 18 degrés la maximale prévue à Pratteln. Votre journée de jeudi sous le soleil et les valeurs iront entre 20 et 21 degrés. En ce mercredi, nous célébrons les Anissais. Bonne fête à tous, le soleil se lèvera à 6h35 pour dire au revoir à 20h22. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et vous avez pu voir sur notre antenne ce week-end le film Antoine. Nous avons sa réalisatrice Julie Brucher. Comment allez-vous ? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Vous avez consacré un film à Antoine Deltour. On va en parler, lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks. Pourquoi n'est-il pas avec nous ce soir alors qu'il est en Alsace ? Alors ce soir, Antoine est au Parlement européen parce qu'aujourd'hui a été votée par les eurodéputés la directive de protection des lanceurs d'alerte. Donc aujourd'hui et demain, il est avec d'autres lanceurs d'alerte, d'autres associations, ONG, au Parlement européen pour fêter ça. Voilà, il est 19h15, on est en direct. En ce moment même, il est encore au Parlement. Exactement. Voilà, on va rappeler que ce garçon, Antoine Deltour, en 2010, démissionne de PricewaterhouseCoopers, on va le dire en français, c'est PwC, et il démissionne avec 28 000 pages de documents confidentiels fiscaux. Il va les confier à un journaliste de Cache Investigation. Le consortium qu'on connaît bien, international des journalistes d'investigation, va accéder aux documents et déclencher le scandale international des LuxLeaks. Vous étiez, vous, et c'est ça qui est assez étonnant, étudiante avec Antoine Deltour. Vous étiez potes, vous étiez amis, et un jour, vous écoutez la radio et vous entendez qu'on parle d'Antoine. Oui, c'est tout à fait ça. J'étais étudiante avec Antoine à l'école de commerce de Bordeaux et c'était un de mes meilleurs amis à l'époque. On s'est perdu de vue quand il est parti travailler au Luxembourg. Et 5 ans plus tard, j'ai retrouvé son nom à la radio et son visage à la une de l'actualité. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous le contactez ? Je l'ai contacté tout de suite pour savoir comment ça allait et ce qui se passait. Quelles sont les motivations d'Antoine ? Il dénonce l'évasion fiscale de très grosses entreprises. Oui. Il cherche quoi à travers ça ? Une sorte de justice fiscale, justice sociale ? Alors il a agi par conviction citoyenne. Il ne cherchait rien en réalité, je pense. Il avait travaillé 2 ans dans un grand cabinet d'audit au Luxembourg qui participait à l'élaboration des montages financiers qui permettent aux multinationales d'échapper à l'impôt. Et lui était un peu fatigué, dégoûté de l'objet de son travail. Et donc il a décidé de démissionner et il est tombé par hasard sur... Il en avait marre de la triche en gros.
Et il en avait marre de la triche, de se dire qu'il travaillait pour des multinationales qui n'étaient au Luxembourg que pour des montages financiers et qui n'avaient pas pour la qualité de l'air. Exactement. On le dit souvent, Exactement. Voilà, et dans le film, justement, vous retournez, alors qu'il est déjà inculpé, vous retournez au Luxembourg avec Antoine devant le siège de son ancienne société, PwC. Regardez. T'as jamais rêvé d'être Che Guevara, mais je me souviens que t'as toujours eu un regard critique sur le capitalisme. Et ça m'avait étonné que tu sois si heureux de partir travailler au Luxembourg pour une grosse boîte qui vend des conseils aux multinationales. Ikea, Amazon, Apple, Pepsi, LVMH, Black & Decker, Starbucks, Disney, Coca-Cola, McDonald's, FedEx, Volkswagen, Skype, HSBC, Le Guardian, Bombardier, AXA. Ils y étaient tous dans les tax rulings que t'as divulgués. Je crois que je me rappelle de la place où j'étais quand j'ai copié les documents. C'était à l'angle là-bas, au fond à droite. Il se sent un peu traître par rapport à ses copains, par rapport à ses anciens collègues à ce moment-là? Oui, heureusement il avait démissionné, donc il les a plus directement vus. Il a un peu coupé les ponts aussi, sachant ce qu'il était en train de faire. Mais oui, il avait eu un sentiment de trahir. Quand on le connaît bien, c'est quoi? C'est un Robin des Bois, quelqu'un qui va clairement mettre fin à sa carrière, parce qu'il aura toujours le Stempel, comme on dit en Alsace, le tampon de celui qui est un lanceur d'alerte. Est-ce qu'il mesure les conséquences au moment où il va faire ça? Et il n'a pas du tout mesuré les conséquences, il ne savait pas du tout dans quoi il s'embarquait. Donc il a copié les documents, il a mis beaucoup de temps avant de les confier à un journaliste, Édouard Perrin en l'occurrence, Cache Investigation. Tout ça a pris beaucoup de temps et les répercussions, la poursuite judiciaire est apparue en fait 4 ans plus tard. Et les conséquences pour toutes les sociétés qu'on a entendues, Google, Pepsi, Ikea, Black & Decker, Disney? Malheureusement, il n'y a pas de grandes conséquences directes. Les conséquences notables, c'est au sein de l'Union européenne, grâce au LuxLeaks, on a la communication entre les fiscalités des pays Maintenant, membres. ça se parle. Voilà, ça se parle. Avant, c'était opaque, chacun faisait ce qu'il voulait dans son coin. Maintenant, ça se parle. C'est ça le résultat, le but du jeu finalement, c'est d'ouvrir en débat, de provoquer les politiques, d'établir de nouvelles règles. Il avait ce genre d'idées quand il s'est lancé là-dedans? Il ne mesurait pas les idées, mais dans le fond, oui, c'était ça l'enjeu. C'est devenu ça par la suite, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la population européenne qui voulait ça aussi. Oui. Lui a eu besoin d'en parler en tant que citoyen. Après, c'était pour mettre aussi devant le fait les politiciens, les personnes qui peuvent légiférer sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet, la fiscalité, tout le monde savait un peu ce qui se passait, mais personne n'avait de preuves tangibles de ce qui se passait. Antoine a fourni des preuves qui faisaient qu'on ne pouvait plus fermer les yeux là-dessus, et notamment les citoyens. Et je pense aussi que c'est important, son geste est important pour nous tous citoyens, de se rendre compte que les multinationales ne payent pas d'impôts, que quand on boit un café chez Starbucks, il n'y a pas 33% d'impôts qui partent pour nos écoles. Quand l'entreprise va payer ses impôts traditionnellement. C'était le débat, là. Le maire voulait mettre, justement, taxer les GAFA, Google, etc. Il y a des pays qui sont contre, parce qu'ils en profitent beaucoup, notamment les pays du Nord, je crois. Donc c'est pas encore réglé. Il n'y a pas unanimité autour de ces questions-là, alors que dans la société civile, oui, ça fait consensus. Il faut qu'ils payent. La bonne nouvelle, c'est que les lanceurs d'alerte vont être protégés maintenant. Il y a un vote au Parlement. Oui. Maintenant, il y a une directive européenne qui protège les lanceurs d'alerte au sein de tous les pays membres, parce que la législation était très disparate entre les pays. Alors vous l'avez suivi pendant toute cette vie, on va dire, à partir du moment où il est devenu un lanceur d'alerte, et son inculpation jusqu'à son procès, il encourait 5 ans de prison, 1 million d'euros d'amende au départ. Oui, c'est ça. Exactement. Et il est condamné au départ. Au départ, il est condamné à 1 an de prison, alors ce qui paraissait faible, et tout le monde se réjouissait de la peine relativement légère, 1 an de prison avec sursis. Et Antoine a directement refusé sa peine, enfin il a décidé de faire appel parce qu'il jugeait qu'il n'était pas un délinquant et qu'il n'avait pas à être condamné pour ça. Et on le rappelle, les entreprises incriminées n'ont eu rien. Non. Alors il va aller en appel, c'est le 15 mai 2018, c'était il y a même pas un an. Cour d'appel de Luxembourg rend son arrêt, 2e procès, acquitté pour l'ensemble des chefs d'inculpation concernant la copie et l'utilisation des documents LuxLeaks. À ce moment-là, il se dit j'ai eu raison ?
Oui, mais tout le long, il savait qu'il avait raison. On le voit, regardez ces images, elles sont très impressionnantes. La nuée de photographes pendant qu'il est en train d'aller à son procès. Et la juridiction a reconnu le statut de lanceur d'alerte au sens de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a culpabilité de sa part? Je vous posais la question. Écoutez ce petit extrait que l'on retrouve dans votre film, Antoine. Je pense que c'est peut-être ce sentiment au fond de moi que j'ai du mal à digérer d'être perçu comme un traître, quoi. Alors que c'était pas du tout la logique de ma démarche, quoi. C'était pas de... Enfin, tu vois bien, quand j'ai filé les documents, je voulais pas mettre en cause Price en disant ce qu'ils font eux, c'est mal. C'était pas ça. L'idée, c'est de plus montrer un système, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui m'en veulent très fortement chez Price, des anciens collègues qui comprennent pas du tout ce que j'ai fait après. Et, ouais, du coup, ça me gêne, ça me dérange. Ça me dérange de déranger, en fait. Tu vois, c'est le fait de pas... Ils ont dû prendre très mal ce que j'ai fait, et du coup, c'est un peu comme si t'as brisé un lien, quoi. Voilà, par contre, il a été très accompagné, comité de soutien dès le départ. Et sa maman, qu'on voit dans le film, oui, elle dit qu'il a une conscience politique, tout simplement. Oui, quoi. Tout à fait. Il agit selon ses convictions, il n'a pas démordu de ça, et c'est ce qui lui a valu d'être soutenu par plus de 200 000 signataires de la pétition sur Internet, par des personnalités politiques, par des ONG et par énormément de citoyens. Dernière question, Julien Assange, fondateur de Wikileaks, a été arrêté à Londres. Oui. Est-ce que c'est une mauvaise, il est possiblement extradable aux États-Unis, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie ? Ah bah c'est une grande question de savoir ce qui va se passer pour lui s'il est effectivement extradé aux États-Unis. Comment est-ce qu'il sera jugé pour espionnage, oui, et là, ça peut être très dangereux, oui. Voilà, Julie était notre invitée. Je rappelle que Antoine, ce documentaire, est en replay encore sur Alsace 20, sur le site www.alsace20.tv. Vous restez avec nous ? Avec plaisir. Vous faites un peu de jeux vidéo de temps en temps, vous n'avez pas le temps ? Je me suis arrêtée à la Game Boy. Et ben voilà, ils vont vous initier à côté. C'est Guillaume Geyer et Pascal Aizelé. Ça sera à suivre avec Tanguy Flores juste après ça. Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, on va parler de jeux vidéo. Ils sont des milliers, peut-être en Alsace. Tiens, c'est la première question, Guillaume Geyer et Pascal Aizelé, que je peux vous poser. Est-ce qu'on est très nombreux en Alsace à être des fans comme ça de jeux vidéo ? Oui, on est très nombreux. Il y a beaucoup d'événements autour du jeu vidéo dans la capitale européenne qui est Strasbourg. On a beaucoup d'événements qui sont réalisés. On voit l'engouement derrière des festivaliers de différents événements qui suivent. Donc oui, l'engouement est toujours présent. Pascal Aizelé, vous allez organiser avec votre camarade Guillaume à Fegersheim ce week-end le festival du jeu vidéo. Allez, comme ça, un petit panachage, qu'est-ce qu'on va retrouver comme choses intéressantes à voir ? Alors, plein de choses. Il y aura des bornes d'arcade, des jeux anciens comme des jeux NES, Super NES, enfin tous les consoles des années 90 à aujourd'hui, en fait, pour résumer. On aura de la VR, donc la réalité virtuelle. On aura du jeu de société, on aura des concerts, un concert de musique de jeux vidéo interprété par un orchestre symphonique. Ah bah attendez, là j'ai les images parce que moi ça m'a fait marrer, vraiment. J'ai reçu le lien vidéo, j'ai ouvert, vous connaissez Mario Bros, en tout cas on connaît tous ce nom-là, mais avec comme ça derrière... Tu fais ça au trombone ? C'est ça que tu veux ? Eh ben regardez, c'est parti. Voilà Pascal, et on va laisser les images comme ça quelques secondes et le son aussi parce que ça fait plaisir à Tanguy Flores. Ça va être une première mondiale à Fegersheim. Alors pas le concert en lui-même, mais ils se sont fixés une espèce de défi. Le défi c'est de jouer en direct pendant que... jouer de la musique en même temps que va jouer quelqu'un sur Street Fighter 2. Comme les films muets à l'époque où il y avait un pianiste qui jouait. C'est ça, ils vont essayer de coller au jeu. Alors bien sûr pas sur les bruitages parce que les bruitages ça n'a rien à voir, mais la musique. Et en plus de ce défi-là, le joueur qui va jouer sur Street Fighter 2 va essayer de faire ce qu'on appelle un crédit. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas perdre du tout. Sinon c'est... Sinon le concert est terminé. Voilà. Il y aura des pros qui vont venir chez vous ce week-end ? Donc les pros, il y a déjà le concert, c'est 70 musiciens pros.
Des joueurs pros ? Des joueurs pros, non. Parce que c'est l'autre grosse tendance, hein, c'est que le jeu vidéo, c'est plus comme il y a 20 ans où on rigolait à la cour de récré, on se passait ça. Maintenant, on peut être professionnel de jeu vidon et se faire une fortune, j'allais dire autre chose. Se faire une fortune avec ça. Parler là-dessus, en fait, nous, on vise pas le pro, au contraire, on vise le familial. On est un festival associatif et on a toujours eu comme objectif de rassembler les familles, les joueurs passionnés, mais pas spécialement le monde professionnel. C'est pas notre. C'est pas du e-sport. C'est pas du e-sport, même s'il y aura des compétitions. Donc en fait, on va y avoir plusieurs quand même tournois, donc 3 tournois par jour, 3 tournois majeurs, où il n'y a pas d'inscription, de prix d'inscription au tournoi comme on pourrait avoir sur des gros tournois e-sport. C'est des tournois ouverts à tout le monde. Donc le jeune adolescent qui joue tout seul chez lui peut se confronter à des gens plus expérimentés qui font vraiment de l'e-sport. Donc en fait, on réunit le milieu pro et le milieu amateur. Pour que tout le monde se rassemble et que tout le monde puisse s'affronter. Voilà, pour celles qui ne sauraient pas, et celles et ceux évidemment, le e-sport, c'est le sport de jeux vidéo. Le e-sport, le Célestat Handball a une sélection de e-sport, ici en Alsace. Hein, et le PSG et l'OM ont des sections e-sport et Being fait des super audiences avec des jeux vidéo. Allez, on va regarder ce qui nous attend, bande annonce. Ça va se passer à Fegersheim, ça sera ce week-end. C'est quel type de population qui vient à des festivals de jeux vidéo? C'est ma génération? C'est plutôt celle de vous autres? Ce qui est très intéressant, et je pense que c'est particulier au festival de Fegersheim, c'est qu'on essaye justement que cet événement soit familial et que les familles se déplacent. Justement, c'est pour ça que chaque année, ça se passe le week-end de Pâques, où les gens se rassemblent en famille et du coup puissent faire une sortie en famille. Du coup, on rassemble toute génération. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de faire découvrir le jeu vidéo à tout le monde. Et on voit qu'en fait, ça plaît à tout le monde. Donc il n'y a pas intérêt à avoir de l'intérêt justement pour le jeu vidéo. Pour venir, on peut découvrir le monde de ces petits-enfants. Ce truc de génération est quand même génial, parce qu'il y a quelques semaines, j'étais à Saint-Pétersbourg en Russie, et là-bas, je ne sais pas si vous savez, il y a un musée des jeux d'arcade soviétiques. Ils ont sorti des bornes d'arcade soviétiques, des jeux soviétiques des années 70 parce qu'il y a le Pixel Museum en Alsace. Exactement, il y a le Ludus Academy, Pixel Museum à Saint-Pétersbourg, c'est le musée des jeux d'arcade soviétiques, années 70. J'ai vu une quantité incroyable de gosses de 8-10 ans s'éclater, comme s'ils étaient sur PS4 ou Xbox One, sur des vieux trucs communistes. C'était absolument génial, avec les familles à côté. La salle était bondée et le succès est phénoménal. On peut acheter chez vous aussi des vieilles consoles, des choses comme ça? Donc nous, depuis le départ, on n'a jamais eu de stand de vente. On est vraiment là pour jouer. On n'a aucun vendeur sur place, donc on n'achète rien, on vient, on a une bibliothèque de 800 jeux vidéo où on peut choisir, on va à un comptoir des jeux, on a un menu avec le listing de tous nos jeux. Et on se fait plaisir. Hein. Et on choisit le jeu auquel on veut jouer, on se dirige vers une console, on le met dedans et on joue. Les fans absolus viennent aussi déguisés comme dans le festival? Oui, on a des cosplayers, des cosplayeuses qui viennent effectivement, et il y en aura d'ailleurs aussi pendant le concert qui colleront à la musique pour encore rapporter quelque chose en plus. Donc sur Mario Bros. Oui, alors Mario Bros n'est pas prévu au programme du concert. Est-ce que vous aurez Pong pour rappeler des bons souvenirs à Lionel? Ah mais je jouais pas à ça. Non, moi c'est encore plus ancien. C'est comment s'appelait ce truc-là? Pac-Man. J'étais un champion. C'est vrai. Voilà, ça elle m'a on aura du Pac-Man. Voilà, ne manquez pas ce festival des jeux vidéo. Ça va être à Fegersheim. Un grand moment. C'est l'affiche qui vous donne toutes les informations avec Original Event qui est à l'organisation et nos deux invités Pascal et Guillaume. Place à présent à Chap.
C'est la saison des asperges et j'ai retrouvé un super sujet asperges qui a été traité par Chap avec Cyril Bonnard, jeune chef alsacien au Bernay à l'hôtel du Parc. Et lui, ses asperges, il les fait d'une manière un peu particulière, la plus simple possible. Il va dans la forêt, il prend de l'ail des ours et il prend asperges, ail des ours. Ça prend 5 minutes, c'est formidable à faire. On l'a rencontré, il nous donne la recette et puis il parle de l'asperge avec poésie. Alors ce week-end, c'est le week-end de Pâques, vous allez peut-être en faire. Ça vous donnera peut-être des idées pour faire autre chose que la fameuse asperge maillot On va voir un peu la recette là. On va voir la recette, on explique tout et vous retrouvez la recette sur Chap. Regardez. La touche Cyril Bonnard, c'est simplicité dans l'assiette, on enlève tout ce qui ne sert à rien. Je trouve que les éléments qui sont, quand je construis une assiette, les éléments doivent vraiment avoir un rapport les uns avec les autres, sans avoir des produits qui vont dénaturer ou changer l'esprit de l'assiette. Voilà, on va créer des nouveaux plats avec des goûts différents, des goûts un peu d'aujourd'hui, voir un peu ce qui se passe aussi, ce qui se passe ailleurs, à l'étranger, en donnant un petit twist moderne, ce qui va donner l'originalité au plat. Je vais vous préparer donc des asperges vertes qui vont être simplement rôties avec un beurre d'escargot. Asperges, escargots, ail des ours et une petite surprise alsacienne qui sera glissée dans la recette, vous verrez tout à l'heure. Je sais pas vous, mais ça donne envie. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est neuf, c'est frais, c'est plutôt bien. Allez, autre actualité, c'est le Duck Race de Mulhouse. Ouais, la première à Mulhouse. Vous savez, c'est ces courses de canards. On est au bord de l'eau et on jette plein de canards en plastique. Et puis on fait, allez, vas-y. Et puis celui qui gagne, il gagne. Il est d'abord, il a beaucoup de chance déjà. Il a beaucoup de chance. Et en fait, le 28 avril à Mulhouse, ils vont balancer 12 000 canards dans l'île pour la bonne cause. Hein. Alors, c'est des canards qu'on peut acheter, louer comme vous voulez sur Internet à 3 €. L'argent sera reversé à des associations, dont une qui s'occupe notamment de la maladie d'Alzheimer et une autre qui travaille avec les enfants à l'hôpital. C'est plutôt pas mal. Le 28 avril à Mulhouse, la Duck Race, 12 000 canards dans l'île, c'est rigolo. Voilà. J'aime bien. Vous allez filmer ça? On le verra ouais, sur c'est Chap. plutôt pas mal, ouais, quand même. Merci. On va surtout filmer les gens autour. Allez, vas-y. Ouais. Pose mon canard le 12 de 12. Merci beaucoup Tanguy. Allez, il nous reste une petite minute. On va terminer avec Julie Bruchère. Je rappelle que son film Antoine sur le lanceur d'alerte Antoine Deltour est en streaming sur le site internet d'Alsace 20. Des nouvelles d'Antoine. Donc ce soir, il est avec le Parlement européen pour des bonnes nouvelles, notamment qui vont protéger les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qui reste de cicatrices dans la vie d'Antoine aujourd'hui de cette histoire? Je pense que ça a été un mauvais moment à passer, mais que vu les répercussions positives qu'il y a eu, je pense qu'il est tout à fait serein par rapport à C'était en 2010, on est en 2019, 9 ans après. Exactement, mais il est serein, il a eu 2 enfants entre-temps, il continue à cultiver son potager, tout va bien, et il est plutôt épanoui, et au moins il est droit dans ses baskets. Voilà, et il retravaille, hein, il a un job oui. du côté de Nancy maintenant, donc Oui. c'est une nouvelle vie. Oui. Est-ce qu'entre lanceurs d'alerte, on se téléphone, on se contacte ils ont des contacts, forcément, il n'y en a pas tant que ça, enfin connus, donc ils se soutiennent.
Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci pour cet excellent film à voir sur le site Alsace 20. Merci à vous, les camarades Guillaume Geyer et Pascal Aizelé. Festival de jeux vidéo, c'est à Fegersheim ce samedi. Tanguy Flores, l'actualité de Chap, vous l'avez sur son Facebook de Chap et sur toutes les applications ou toute l'application Chap que vous pouvez télécharger. Et nous, on va terminer ce journal avec une actualité qui était assez intéressante. Le conseil départemental a organisé un hackathon. C'était très récent pour trouver des solutions innovantes au vieillissement. Adrien Labi vous dit tout. Moi, je vous dis à demain 19h. Salut. Très bien, installez-vous confortablement et suivez mes mouvements. Nous allons commencer les exercices. Lui, c'est Pepper, un robot humanoïde capable de faire beaucoup de choses, notamment des cours de gym. Il vient tout juste d'arriver en Alsace et est actuellement en test à l'EHPAD Niederbourg à Elkirch. On lève le bras. On lève le deuxième bras. Quel rôle pour les robots, les intelligences artificielles et l'innovation dans la prise en charge du grand âge? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre lors du hackathon organisé par le conseil départemental. Inspiré de la culture hacker, l'événement rassemble une vingtaine de porteurs de projets qui auront 48 heures pour rassembler une équipe, mûrir le projet et le défendre devant un jury. C'est en fait une mise en commun et un travail en commun de tout plein de personnes qui ne se retrouvent pas forcément ensemble, mais qui travaillent sur le même sujet. Et aujourd'hui, le vieillissement des personnes âgées et le vieillissement de notre département est un vrai sujet. Et on souhaitait vraiment réunir l'ensemble des partenaires qui travaillent sur différents sujets, de les réunir en un lieu commun pour réfléchir ensemble. Dans les grandes villes d'ailleurs, c'est parti. On prescrit l'activité aux seniors pour éviter de tomber malade, pour maintenir l'autonomie, même pour se soigner. L'idée est de trouver des solutions innovantes pour la perte d'autonomie, mais attention, innovante ne veut pas non plus dire de haute technologie. Ce qui vous est proposé, c'est de permettre à chacun de pouvoir consacrer au moins une journée par an aux personnes âgées. Le public a voté, il ne reste alors plus que 15 projets. On rejoint l'équipe Mobile Sport Lab. Enfin, toutes les facilités dont les gens... Ici, pas de robot, mais une idée simple. Si tu ne vas pas à la salle de sport viendra à toi. À Strasbourg, on a le sport sauté sur ordonnance qui s'est développé, une idée géniale. Malheureusement, tous les territoires n'y ont pas accès. Donc, à défaut de pouvoir investir dans des grands gymnases et des grandes salles, nous, on souhaite déplacer une unité mobile qui permettra aux seniors d'avoir accès aux bienfaits de l'activité physique. Donc techniquement, il n'y a pas de limitation si on a les budgets. Autour de la table, des industriels, des associatifs, des élus et des représentants de patients. Sur le plan technique, le projet est bien avancé. Les solutions existent d'ailleurs déjà sur le marché. Monter 4 murs à un endroit, ça, la solution technique, on l'a. Mais avoir 4 murs qui répondent à la problématique liée à l'activité physique et le public senior, ça n'existe pas. Et l'enjeu, il est là sur 48 heures. Ils prennent l'appel, le téléphone décroche tout seul, il se met en parleur. Bonjour monsieur, est-ce que tout va bien? On change de salle et l'on retrouve Sébastien Batt, responsable du service de téléassistance de l'Abrapa. Son métier au quotidien, les personnes âgées en détresse. L'Abrapa fournit à celles qui le souhaitent un bip qui leur permet de donner l'alerte en cas de difficulté. Objectif du projet, améliorer ce service par l'utilisation d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le système il a ses limites. D'une part, il faut qu'on appuie sur le bouton pour que ça fonctionne. Donc il faut être en capacité de le faire. Et quand on sait qu'une personne sur deux qui nous appelle via le petit bip, c'est qu'elle est par terre. Clairement, il va arriver des cas où elle n'a pas le bip sur elle. On s'est dit que le canal de la voix, dans certains cas, pas dans tous, mais dans une grande majorité des cas, ça permettait éventuellement de remplacer déjà ce bip en disant plutôt que d'appuyer sur un bouton que je n'ai pas sur moi, simplement peut-être qu'en criant au secours, tout le système va s'enclencher et je vais être appelé par quelqu'un. Si leur équipe a l'air relativement calme, les idées fusent. Pourquoi se limiter à un système d'alerte? Après tout, les géants du numérique proposent bien des assistants vocaux, pourquoi ne pas en développer un adapté aux seniors? Ça peut être un grand plus de pouvoir dire, pas besoin d'appuyer sur un bouton, pas besoin d'aller sur une tablette ou quoi que ce soit. En parlant, je peux demander de l'assistance, je peux demander de l'aide, je peux demander des informations. Comment je sors aujourd'hui? C'est quoi la météo? Qu'est-ce qui est prévu? Par exemple, des choses très très simples, mais surtout aider à la sécurité et à la gestion de la vie quotidienne. Mais là, il faut qu'on bricole. Ok, donc là, attention, je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est beau de voir les moments de création comme cela. Ouais, c'est... On retrouve l'équipe le lendemain à quelques heures de la présentation finale. Le stress monte, on fait les derniers ajustements. En une journée et demie, le projet a beaucoup évolué. Il a fallu faire des coupes.
pas le choix. On avait tellement envie de dire de choses, tellement envie de justifier, etc. C'est juste pas possible. Donc là, ce matin, on a eu pas mal de gens qui nous accompagnaient pour nous dire voilà ce qui était pertinent de dire, ce qui manquait. Donc on a en fait un peu complètement revu le plan, mais du coup, il est synthétique, il est a priori plus compréhensible et on devrait décrocher le premier prix. Donc c'est le bon moyen, le bon canal de passer l'information. Notre solution, c'est de dire, écoutez, on va rajouter à ce système... Pour défendre leur projet, les 15 équipes ont 3 minutes et pas une seconde de plus 3 minutes de questions face au jury. Pour le Mobile Sport Lab, la présentation se passe bien, il faudra attendre encore un peu pour savoir si le projet est retenu, mais le bilan est déjà très positif. Le projet, on le portait déjà avec des industriels. Ça nous a permis d'avoir des retours par rapport aux usagers, par rapport aux médecins, de confirmer qu'on est dans la bonne voie. Et surtout de rentrer dans un réseau d'acteurs et de se faire connaître. Je trouve que les idées sont vraiment parties des réalités du terrain, des besoins des personnes âgées. Au conseil départemental aussi, on juge l'expérience très positive. Déjà, on a décloisonné des secteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc ça, je pense que c'est déjà un élément important. Et en quelques jours, ils ont été en capacité de faire des projets qui répondent aux vraies problématiques aujourd'hui des personnes âgées. Et donc, franchement, très satisfait de ce moment, avec une superbe ambiance. Annecy, l'assistant vocal, reçoit le prix Alsace Business Angel. Le Mobile Sport Lab a lui aussi su convaincre. Recevant le prix de l'Adira pour ses implications industrielles, il sera soutenu par l'agence de développement. C'est fabuleux, c'est fantastique. 2 jours intenses et on finit avec un prix. Que demander de mieux, quoi. En tout, 6 projets sont primés par le jury. Pour ceux moins chanceux qui n'ont pas été retenus, l'aventure ne s'arrête pas là. Ils continueront d'être suivis et pourront, pourquoi pas, se représenter lors du prochain hackathon.